Et tu veux que je te montre comment construire un système Docker? Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. La première chose, mais qu'est-ce que c'est Docker? Ensuite, la deuxième chose, on va voir comment installer et configurer Docker. Et pour finir, on va aller un petit peu plus loin dans l'explication de Docker et du fonctionnement de Docker. Et on va surtout essayer de comprendre pourquoi Docker et pas autre chose. Avant de parler de Docker, en fait, on va parler de machine virtuelle. Il faut déjà savoir ce que c'est le système de machine virtuelle pour comprendre le système Docker derrière et pourquoi ça vient remplacer du coup les machines virtuelles. Si tu connais déjà par cœur les machines virtuelles, eh bien tu peux zapper cette petite partie là. Je t'ai fait des chapitres pour aller sur le chapitre suivant, mais par contre il faut que tu sois vraiment calé sur les machines virtuelles, sinon tu vas rien comprendre. Donc si t'es pas calé à 100%, regarde bien cette partie là. Alors pour une machine virtuelle, la machine virtuelle ça tourne pas tout seul là. Pour commencer il va falloir un serveur. Un serveur ça va être la base. Si tu sais vraiment pas ce que c'est un serveur, je te fais une explication rapide. C'est un peu comme ton PC mais en plus puissant. Donc on va avoir besoin de ce serveur. Sur ce serveur là, on va installer ce qu'on appelle un hyperviseur. L'hyperviseur c'est ce qui va permettre de compartimenter ton serveur et d'utiliser qu'une partie de ressources pour un certain système. On va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure, mais en gros ce serait bête d'installer un seul truc, un seul système sur ton serveur et de gâcher toute la ressource pour quelque chose que tu pourrais utiliser pour autre chose. Par exemple, tu vas pas installer un Windows sur un serveur et juste utiliser le Windows. Bon alors un hyperviseur, qu'est-ce que c'est? Alors il y a plusieurs marques, les plus connues surtout dans l'IT industriel, ça va être surtout VMware, ESXi, c'est ce qui est largement utilisé dans le monde professionnel. Le seul bémol qu'il y a, c'est que c'est hyper cher. Il faut des licences pour absolument tout et c'est extrêmement cher. Si on fait un cluster, il faut une licence supplémentaire. Si on fait un data core, il va falloir une licence supplémentaire, etc. Donc ça peut coûter extrêmement cher en licence. Donc pour pallier à ça, il y a Proxmox qui est beaucoup utilisé aussi, surtout dans les Home Labs, c'est surtout Proxmox qui est utilisé. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, entièrement gratuit. Il y a une version payante entreprise, mais la majorité l'utilise en version gratuite. Et ça, c'est basé sur un noyau Linux. Les deux vont faire exactement la même chose, ils vont compartimenter les ressources du serveur pour pouvoir faire tourner plusieurs systèmes dessus. Donc là, on a le serveur, on a l'hyperviseur. Ensuite, sur l'hyperviseur, on va pouvoir installer des VM. Alors des VM, ça va être par exemple ton PC Windows qu'on va installer sur ce serveur-là. Ensuite, à côté, on va pouvoir installer d'autres serveurs Windows, d'autres VM Windows, donc d'autres ordinateurs, comme si on avait plusieurs ordinateurs dans un seul ordinateur. Ça, c'est le principe des machines virtuelles. Ça virtualise tout le matériel du serveur, le processeur, la RAM, etc. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble Docker. Donc on a toujours encore ce serveur, toujours pareil. Sur ce serveur, on va installer un système Linux. La plupart du temps, on va utiliser Ubuntu, mais on peut utiliser plein d'autres distributions. Mais nous, en tout cas, dans cet exemple, on va utiliser Ubuntu. Sur cette couche Ubuntu, on va pouvoir installer le moteur Docker, Docker Engine. Et donc c'est ce moteur-là qui, entre guillemets, j'ai vraiment entre guillemets, remplace l'hyperviseur. Mais vous allez voir, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même fonctionnement qu'un hyperviseur. Donc on va avoir ce moteur Docker et ensuite, au-dessus de ce moteur Docker, on va avoir, tout comme les VM, on va avoir des conteneurs. Ça s'appelle des conteneurs. Alors pourquoi des conteneurs? Tout simplement parce que c'est isolé les uns des autres, comme les VM, vous allez me dire aussi, ça c'est à peu près le même fonctionnement, mais en fait c'est vraiment, faut l'imaginer comme des conteneurs sur un porte-conteneur, où on va avoir vraiment toute la marchandise qui est séparée. Bah là c'est pareil, on va avoir tous les systèmes qui vont être séparés. Alors qu'est-ce qui va être la grosse différence entre une machine virtuelle et un conteneur? Le conteneur c'est hyper léger et très rapide. Une VM c'est plus lourd et plus lent. Si je vous dis juste ça, ça va pas vous aider beaucoup. En fait, on va avoir les machines virtuelles qui vont embarquer tout un système complet. Et donc, si vous installez plusieurs Linux, il va installer plusieurs fois le système Linux, le noyau Linux. Alors que quand on est sur Docker, on a la couche Ubuntu qu'on a vu tout à l'heure, qui a déjà un noyau Linux. Et ensuite, les conteneurs, ils vont utiliser ce noyau Linux. On va pas réinstaller encore une fois un autre noyau Linux pour faire fonctionner ça. Et donc ça c'est vraiment la grosse différence, c'est qu'on va pas avoir 10 milliards de noyaux Linux sur notre système. Et donc ça va être beaucoup moins gourmand en ressources. Surtout que l'hyperviseur est quand même assez gourmand en ressources et il prend déjà une bonne partie de la RAM et une bonne partie du CPU si on a un petit CPU. Maintenant, il arrive le moment où on va mettre un peu les mains dans le cambouis et on va installer le système Linux, le fameux système Linux sur un serveur à 10 000 €. Non, t'as cru que j'étais riche, on va installer ça sur le mini PC à 500 balles et ça va être très bien pour vous montrer ça. Alors, tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est aller télécharger Ubuntu. Bon, déjà, on a notre serveur, notre mini PC. Celui-là, pour l'instant, on laisse de côté. On va télécharger
Ubuntu. On va prendre la version 24.04 qui est la dernière à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc on va sur la version LTS qui est la version avec le support le plus long. Et on va pas télécharger la version desktop, on va télécharger la version serveur. Donc on va aller sur Download Ubuntu. Ici on va aller dans Serveur et on va faire Get Ubuntu Server. Une fois qu'on est sur la page là, il suffit de la télécharger ici, la 24.04.2 LTS à l'heure où je tourne cette vidéo. Le téléchargement il se fait là en haut, il va falloir s'armer un petit peu de patience, se faire un petit café le temps que ça télécharge les 3 Go d'images. En attendant, on va aller chercher une petite clé USB ou alors moi j'ai un petit adaptateur avec une carte micro SD à l'intérieur. Là c'est une 16 Go mais une 8 Go ça suffira amplement, voire même une 4 Go normalement ça devrait suffire. Ensuite il va nous falloir quelque chose pour mettre justement cette image Linux sur notre clé USB. Et pour ça on va utiliser Balnea Etcher qui est le logiciel pour moi le meilleur pour faire ça et surtout le plus simple à utiliser. Donc pour ça on va tout simplement chercher encore une fois sur Google Balnea Etcher, on va sur le site officiel, on fait Download Etcher, on va prendre pour notre système, donc moi c'est un Windows, et le téléchargement a été lancé, on va l'installer le temps que ça télécharge le reste de l'image. Une fois qu'on l'a démarré, on va se retrouver avec cette interface là, on va juste cliquer sur Flash from File et on va sélectionner notre image qui a été téléchargée. Ensuite on va sélectionner notre clé USB. Attention à pas vous tromper, là par exemple j'ai un disque dur, il faut surtout pas faire ça parce que ça va effacer tout ce qu'il y a dessus. Donc là moi je vais prendre le Mass Storage Device USB, donc vous faites bien attention que vous choisissez bien votre clé USB. Ensuite on fait Select et là on va cliquer sur Flash. À ce moment là ça va supprimer tout ce qu'il y a sur cette clé USB, donc faites bien attention, soyez bien sûr quand vous le faites. Et ça va nous préparer notre image Linux pour pouvoir l'installer ensuite sur le mini PC ou du moins sur le serveur. Là dans la deuxième partie ça va vérifier, ça va valider que l'image a bien été écrite. La plupart du temps c'est bien écrit donc moi je passe toujours cette partie là. Et maintenant tout est installé sur notre clé, on a juste à brancher notre clé sur notre mini PC, le démarrer et faire l'installation de Ubuntu. Ok donc là je viens de brancher la clé USB, de démarrer le mini PC. Alors j'ai déjà un système installé donc du coup je vais appuyer sur la touche Supr dès le départ histoire de lancer le BIOS et de modifier du coup l'appareil avec lequel je vais démarrer. On va aller dans Boot Option et là on va choisir le Mass Storage Device sur lequel on a du coup fait l'installation de notre image Ubuntu. On va le placer en haut, on va revenir en arrière, on va enregistrer et quitter et on va démarrer. Ici on va choisir Try or Install Ubuntu Server et là il va tout simplement déjà commencer par installer Ubuntu Server. Alors j'ai les câbles qui sont très courts et en plus la résolution qui est au maximum sur la télé, du coup vous allez rien voir. Mais en fait c'est une installation de ce qu'il y a de plus basique sur Ubuntu. Donc je vais vous faire cette partie là en accéléré et on se retrouve une fois que c'est installé. Alors petite précision, lors de l'installation il peut vous proposer d'installer Docker déjà à ce moment là. Je vous conseille de ne pas le faire tout de suite, on va d'abord faire un update et ensuite on va installer Docker pour avoir vraiment la dernière version de notre Docker. En attendant qu'il termine l'installation, on va configurer déjà notre client SSH pour pouvoir se connecter à distance sur le serveur ou sur le mini PC. Ça évitera vraiment de connecter à chaque fois un clavier, une souris, un écran sur ce mini PC pour pouvoir le manager. Donc pour ça, il y a plusieurs clients qui existent. Donc des clients, c'est des logiciels tout simplement. Donc on a Putty qui est très connu et moi j'utilise Tabi qui est vraiment beaucoup plus moderne que Putty. C'est voilà. En tout cas quand on est sur Windows, quand on est sur Linux, etc. on peut aussi passer en ligne de commande directement avec SSH. Donc si vous voulez rien installer, vous pouvez aller directement avec votre invite de commande. Je vous montre ça tout de suite. On va ici taper CMD pour ouvrir l'invite de commande et avec l'invite de commande on va pouvoir taper SSH, nom d'utilisateur, donc moi ça va être Nicolas, arrobase l'adresse IP de votre serveur. On va faire entrer et on va rentrer le mot de passe. Et là je vais vous montrer avec Tabi. Avec Tabi c'est un peu plus simple, ça fait en même temps un petit peu gestionnaire SSH. On va pouvoir enregistrer les accès SSH de plusieurs appareils. Et ça c'est plutôt pratique. Donc quand on ouvre Tabi on va arriver sur une interface de ligne de commande comme on l'a eu tout à l'heure. Et là moi je vais ajouter un petit profil. Donc on fait gérer les profils. On ajoute un nouveau profil qui va être du SSH. Donc on ajoute une nouvelle connexion SSH. Donc ça en fait c'est en gros un raccourci pour pouvoir se connecter plus rapidement. Donc celui-là je vais l'appeler serveur Docker. Ok, on va mettre ça dans Poudlard et on va mettre une petite image de serveur.
Ensuite, au niveau de l'autre, ça va être l'adresse IP de votre serveur. Donc ça, vous l'avez normalement vu lors de l'installation. Quand vous faites la procédure d'installation, ça vous donne directement l'adresse IP. Si jamais vous l'avez pas, il suffit de mettre en ligne de commande une fois que ça aura démarré. Vous mettez en ligne de commande IP espace ADDR, IP adresse, et ça va vous sortir l'adresse IP de votre machine. Donc moi, ça va être 192.168.2.144. Et donc, on va rester sur le port 22 qui est le port par défaut de SSH. Au niveau du nom d'utilisateur, moi, ça va être Nicolas, ça va pas être root. Et on va se connecter. Alors, le mieux, c'est de se connecter avec une clé, mais là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais pas aller dans ce détail non plus. Donc là, on va faire plutôt une méthode d'authentification par mot de passe. Et là, je vais taper le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure lors de l'installation. On va enregistrer ça et on va attendre que ça termine l'installation de Ubuntu. Et ensuite, on va passer enfin à l'installation du système Docker. Et voilà, l'installation est terminée et on va pouvoir se connecter en SSH directement dessus pour installer Docker. Donc, on va commencer par se connecter en SSH à Docker. Et donc là, on est connecté sur notre machine donc qui se trouve là-bas sur notre serveur. On va commencer par un petit clear pour faire un peu de nettoyage. On va un petit peu agrandir les lignes de commande. Comme ça, vous voyez ça un petit peu mieux. Je vais vous mettre toutes les lignes de commande en description et on va commencer par la première. Donc, on va commencer par un sudo apt update et un apt full upgrade. Alors pourquoi full upgrade? C'est vraiment pour installer la dernière version, pour être vraiment 100% à jour avant d'installer tout le reste. Donc là on fait juste entrer, on va taper notre mot de passe super secret et ça va tout installer. Alors pourquoi sudo apt update? Update, ça va mettre à jour tout ce qui est dépendance, et ensuite on a le full upgrade qui va faire vraiment la mise à jour, qui va mettre à jour tous les logiciels. Et donc le -y c'est pour dire yes, c'est pour éviter de mettre oui quand tu vas te demander est-ce que tu veux vraiment tout mettre à jour. Une fois que ça c'est fait, on fait un petit clear et on va installer tout ce qui est dépendance. Donc ça pareil, c'est avec une petite ligne de commande qui va être sudo apt install. Donc là on va installer CURL, on va installer apt transport HTTPS, on va installer une dépendance de certificat, et tout ça c'est des dépendances de Docker. Donc ça on est obligé de les installer, on va faire oui, et une fois que c'est installé on peut passer à la ligne de commande suivante. Alors tout d'abord il va falloir ajouter une clé GPG de Docker. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Je vous mets de toute façon toutes les lignes de commande et je vais vous expliquer. Donc là ça va télécharger juste la clé GPG et ça va ajouter la clé AGPG tout simplement. Et donc ça va nous permettre en fait de télécharger Docker. Ensuite il va falloir ajouter les sources pour installer Docker. Alors ça c'est pas toujours obligatoire, hein. On peut aussi ne rien faire à ce niveau là, mais je vous le montre au cas où vous avez des problèmes pour installer Docker. Si les lignes d'après ne fonctionnent pas, au moins vous aurez ce qu'il faut. Donc là pareil on ajoute les sources à notre Ubuntu. Bon on les a déjà donc moi je vais pas le faire, mais c'était juste pour vous montrer comment faire. On va refaire un petit sudo apt update histoire de remettre à jour nouveau toutes les sources, et après on va installer Docker. Donc on fait sudo apt install Docker. Si jamais vous avez ce message là, c'est pas grave, il suffit de faire un docker-ce, c'est pour le Community Edition. Et si vous avez toujours ce message là, eh bien il va falloir tout de même faire ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va recommencer, on va ajouter du coup la source et on va faire un sudo apt update. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire le sudo apt install docker, et si ça ne trouve pas Docker, on fait docker-ce. Cette fois-ci il nous trouve le logiciel, donc le Docker, on fait oui pour installer. Voilà, une fois que c'est installé, on va nettoyer nouveau un peu cette page et on va faire un sudo systemctl status docker. Et donc là on voit que Docker fonctionne, ici on a active running, donc ça veut dire que Docker est lancé et actuellement il est en train de tourner. On refait un petit clear pour faire un peu de nettoyage. Bon, voilà, maintenant on a ajouté notre couche Docker. Donc je rappelle, on a le serveur en bas, on a ensuite la couche Ubuntu, et sur la couche Ubuntu on a le Docker Engine. Donc Docker Engine c'est ce qu'on vient d'installer à l'instant. À partir de maintenant on va pouvoir installer les conteneurs. Et pour installer les conteneurs, c'est tellement simple. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, pour que ce soit plus simple, il va déjà falloir chercher une image. Une image, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme notre image Ubuntu qu'on a installée tout à l'heure. Sauf que c'est beaucoup plus léger qu'une image Ubuntu. Et pour ça, on va aller sur hub.docker.com. Là-dessus, on va retrouver toutes les images qu'on va pouvoir installer avec Docker. Donc c'est hub.docker.com et là on va chercher nos images. Là par exemple on va chercher Piol qui est un logiciel pour filtrer un petit peu tout ce qui est publicité, etc. Et là on voit ici Docker pull command et Docker pull Piol. Donc il suffit de copier ça. Ensuite on retourne dans notre terminal et on va coller ça ici. Alors Docker c'est le nom du logiciel, pull c'est pour récupérer l'image et ensuite on met juste le nom de l'image. Bien sûr il faut faire ça avec les droits administrateurs, donc on fait un petit sudo devant et là ça va récupérer directement l'image de Piol. Et là vous voyez que c'est
extrêmement rapide. Là, on vient de télécharger notre conteneur, donc l'équivalent de la VM. Sachant qu'une VM, si on aurait voulu faire une VM P-Hole, on aurait dû d'abord installer un Ubuntu et donc répéter la procédure qu'on a eue juste avant, télécharger les 3 Go et du coup, ça pèse beaucoup. Et ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup plus lourd. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire un sudo docker run et là on va remettre nouveau P-Hole, donc sans le docker pool. Ici, on voit qu'il a démarré. C'est un petit peu long au démarrage, mais là on a déjà notre docker P-Hole. Donc on va dupliquer cette connexion là pour vérifier qu'il est bien lancé, même si on le voit dans le terminal. On va faire un sudo docker ps. Là on va devoir retaper le mot de passe. Et docker ps, c'est pour voir les processus actifs. On peut faire ps-a pour voir les processus également inactifs. Et donc là, on a tout un tas d'informations. Donc on va nouveau agrandir ça pour que vous voyez ça un petit peu mieux. Donc ici, on va voir le container ID. Donc ça, c'est un identifiant unique du conteneur. Tout comme le name, c'est aussi un identifiant unique. On verra pourquoi c'est important le name. Et donc là, on a l'information de l'image qui est utilisée. On a le script qui lance le Docker. On a l'information de quand ça a été créé et le statut. Donc là, on voit que le statut est nickel, il est up depuis 32 secondes. On a également les ports qui sont exposés et bon, pour finir, on a le nom. Donc maintenant, ça c'est bien, mais par rapport à une VM, on avait directement une console pour pouvoir interagir directement avec le Linux. Là, on peut également interagir avec notre Linux, donc avec notre image, et on va pouvoir se connecter en ligne de commande dans ce conteneur. Donc pour faire ça, il suffit de faire un sudo docker exec, c'est pour dire qu'on veut exécuter du code. On va faire IT, on va mettre le nom du conteneur, donc c'est là où justement c'est important. On va récupérer le nom qui est ici, on va le mettre là, et on va mettre /bin/bash parce qu'on voudra se connecter en bash sur ce conteneur. Donc le bash en fait c'est juste ce qu'on utilise là actuellement, c'est du bash. Une fois qu'on ait fait ça, eh bien on retrouve ici notre conteneur ID et donc on sait qu'on est connecté sur notre machine. Et donc là, on est directement connecté à notre machine, donc à notre P-Hole, et on va pouvoir interagir, faire des choses, mettre des lignes de commande là-dedans directement. Par contre là, ce qui est vraiment pas pratique, c'est que on va avoir tout qui est lancé dans cet onglet-là. Donc quand on va le fermer, ça va couper notre conteneur. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va faire un CTRL-C pour l'arrêter et je vais vous montrer comment le lancer en arrière-plan. Donc là, on va faire un petit clear pour que ce soit de nouveau un peu propre et on va refaire du coup notre sudo docker run. Par contre, cette fois-ci, on va mettre un -d pour le mettre en arrière-plan. Après, on peut aussi faire une chose, c'est un double tiret. On va mettre name espace et le nom de notre conteneur. Donc là, on va pouvoir l'appeler P-Hole. Ici, on fait entrer et c'est lancé maintenant en mode arrière-plan. On va mettre un petit D pour le lancer en tant que démon. Alors, un démon, c'est quelque chose qui tourne en arrière-plan, en gros. Je fais vraiment grossièrement, m'en voulez pas, mais le -D, c'est juste pour le lancer en arrière-plan. Et donc quand on fait ça, et donc ça lance le conteneur. Donc là, on peut refaire un sudo docker ps, et on voit que là, ça a redémarré. Et là, attention, il y a un nouvel ID, et il y a un nouveau nom aussi. Donc bien faire attention à ça. On peut également spécifier le nom en mettant là derrière name égale et là on peut mettre le nom que l'on souhaite. On peut aussi spécifier le nom avec 2 tirets name et après on fait un espace et on va mettre le nom sans espace, donc avec des underscores si vous voulez séparer deux mots et on va pouvoir mettre le nom de notre conteneur. Bon, là je vous ai montré vraiment toutes les étapes pas à pas, donc ça paraît un petit peu long. Mais là je vais vous faire vraiment la version rapide, en accéléré, c'est-à-dire je veux déployer AdGuardHome. Je vais avoir un AdGuardHome, je fais un copy, je retourne sur mon SSH ici, je vais faire un sudo docker pull avec le nom de l'image. Là, ça va télécharger, je fais aucune coupure, hein. Là, ça va vraiment télécharger et ensuite on va faire un sudo docker run avec un petit -d et on va également ajouter un nom qui va être AdGuard. Voilà, c'est lancé. Voilà la grosse différence par rapport à une VM. Si on aurait voulu faire ça sur une VM, on aurait dû télécharger l'image Linux de 3 Go, la mettre ensuite sur notre hyperviseur, donc la pousser sur notre hyperviseur. Ensuite, il aurait fallu créer toute la VM, c'est-à-dire mettre le nombre de CPU, mettre le nombre de RAM, la taille du disque dur, etc. pour pouvoir installer ce truc. Alors déjà, on installe Ubuntu et une fois qu'on a installé Ubuntu, on va pouvoir installer AdGuard. Donc c'est hyper long. Et là, ça prend vraiment même pas 1 minute à installer un conteneur. Et ça, c'est la grosse force de Docker. L'autre grosse force aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de configurer combien
de processeur il va falloir mettre, combien de RAM, combien d'espace disque, ça va tout prendre au fur et à mesure. On n'a pas besoin de spécifier, il faut un disque de 100 Go. Et bien si le conteneur utilise que 10 Go, il utilisera que 10 Go. S'il a besoin de 20, il utilisera les 20, etc. Par contre, on arrive toujours à un moment où on va arriver à saturation, donc il faut toujours faire attention et surveiller nos conteneurs, tout comme les VM bien sûr. Bon, je pense que vous avez compris l'avantage de Docker par rapport à des VM. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué quand même quand on n'est pas fan des lignes de commande. Alors j'ai un petit secret pour vous, on peut avoir une interface graphique. Alors, c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais franchement, on s'y fait assez vite, on s'y fait assez bien. On va pouvoir installer Portainer. Portainer, c'est une interface graphique, une interface web, avec laquelle on va pouvoir gérer tous nos différents conteneurs Docker. On va pouvoir également faire des fichiers Docker Compose et donc ça va être vraiment trop loin je pense dans les explications. Je vais pas vous rabâcher le crâne avec ça, mais si vous voulez je peux vous faire une autre vidéo. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur tout ce qui est Docker Compose pour déployer des conteneurs un peu plus facilement et avec des variables un petit peu plus enfin voilà, vous verrez, c'est hyper simple. On va déjà installer Portainer pour pouvoir contrôler un petit peu tout ce qu'on installe et avoir une interface graphique plus visuelle qui sera beaucoup plus simple pour les novices. Alors pour Portainer, il y aura une petite différence, vous allez voir. En tout cas le début c'est toujours pareil, on va faire un Docker Pool Portainer. Donc là on va de nouveau copier ça, on va aller sur notre interface, on va aller sur notre terminal SSH, on va refaire un petit clear pour nettoyer tout ça, on va faire un petit sudo, on va coller notre ligne de commande et on va déjà télécharger l'image pour commencer. Ensuite pareil, vous avez le lien dans la description comme toujours. On va faire cette commande là. Alors je vais vous expliquer exactement ce que fait cette commande là. Déjà on va voir un Docker run, on va rajouter sudo devant. Ensuite on va mettre un -d parce qu'on veut le lancer en arrière-plan, donc en démon. Ensuite on va spécifier des ports parce que effectivement on va vouloir accéder depuis le réseau à cette machine là. Donc là on fait un -p pour indiquer les ports et là on va avoir le port à l'intérieur du conteneur, donc c'est-à-dire là Portainer fonctionne sur le port 9000 et ensuite à droite on va mettre le port extérieur, donc à partir duquel on va accéder à Portainer. Là ce port à droite je peux le modifier comme je veux, je peux mettre le port 80 pour avoir le truc HTTP. Par contre, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand on va mettre le port 80, on va pas pouvoir mettre le port 80 sur un autre conteneur. Donc il faut bien faire attention au port qu'on va choisir. Là, on va rester sur le port 9000, c'est le port par défaut, mais sachez que vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Ensuite, on va mettre un double tiret restart always. Donc ça, c'est au cas où notre conteneur va rencontrer une erreur, va crash ou quoi que ce soit. Et bien Docker va le redémarrer. S'il remarque qu'il crash, il va le redémarrer automatiquement. Ensuite, ici, on va spécifier un volume. Alors le volume, ça peut être plusieurs choses, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais en gros, les volumes, ça va être là où on va stocker les données, où on va stocker des choses sur notre machine Ubuntu et que va utiliser du coup notre conteneur, du moins ce qui va être utilisé à l'intérieur de notre conteneur. En fait, ça permet de modifier des données, modifier des datas sans forcément devoir aller à l'intérieur du conteneur. Et donc là, juste, ça va créer deux volumes pour ça. Et ensuite, à la fin, eh bien, on va mettre bien sûr l'image qu'on va vouloir démarrer. Donc là, on fait entrer et hop, Portainer est démarré. C'est vraiment incroyable que ça aille aussi vite. Ensuite, on va faire un petit sudo docker ps pour vérifier que c'est bien lancé. Et bien, on voit qu'on a encore notre piole qui est lancé. Et on va voir notre Portainer qui est lancé et qui attend ici une connexion sur, d'ailleurs même ici sur vraiment toutes les interfaces, une connexion sur le port 9000. Donc là, il suffit d'ouvrir le navigateur internet et on va taper ici l'adresse IP. Donc 192.168.2.144 sur le port 9000 et on arrive sur notre Portainer. Pour l'installation de Portainer, c'est hyper simple, il y a une interface à suivre. Donc on va pouvoir mettre admin, on va pouvoir mettre le nom d'utilisateur qu'on souhaite. Ici moi je vais mettre Nicolas par habitude et on va mettre le mot de passe habituel. On va pas enregistrer du coup parce qu'il me propose pas de l'enregistrer, mais voilà, là on vient de créer notre compte administrateur de Portainer. Bien sûr, le premier compte qui est créé, c'est le compte forcément administrateur. Et là, on va avoir toute une interface. Alors, le plus simple, ça va être déjà d'aller ici dans les profils, My Account. On va passer sur le thème Dark que je préfère. Ah d'ailleurs, là maintenant il me propose de mettre le mot de passe, donc j'enregistre le mot de passe. Donc là, on arrive sur notre interface Portainer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà notre Portainer qui tourne. Et donc là, ça nous dit qu'il y a 4 conteneurs qui tournent. Donc on peut cliquer sur local. Ici on a 4 images qui ont été téléchargées. On a 3 networks, donc 3 réseaux.
parce que bien sûr tout est compartimenté, hein, donc on n'a pas tout est isolé, donc on a 3 networks et on a 4 conteneurs. Donc là on envoie on a 2 vieux là que j'ai pas dégagé, donc on va pouvoir les dégager ceux-là. Et vous voyez, du coup on peut le faire directement depuis l'interface, c'est beaucoup plus simple que tout faire en ligne de commande. Et là du coup on voit notre piole et notre portainer. Donc le piole ici on peut aller dessus, on peut faire un stop, donc on peut arrêter notre conteneur, donc voilà ça a été arrêté. Et là si on fait un sudo docker ps, et bien on n'a plus notre piole parce qu'il a été arrêté. Donc c'est tout simplement une interface graphique pour interagir avec notre docker. Et là on va pouvoir redémarrer avec les mêmes paramètres qu'on avait tout à l'heure. Pour l'instant je vais m'arrêter là. Si vous voulez une vidéo vraiment, je peux vous faire une vidéo dédiée sur Portainer, sur le fonctionnement, sur ce qu'on peut faire, la création de Docker Compose à partir de là. Je peux vous faire une vidéo, il n'y a pas de souci. Mettez-moi ça dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous ferai ça vraiment avec plaisir. Donc en résumé, si vous ne l'avez pas compris, Docker, c'est vraiment une manière d'avoir des environnements virtuels, non pas comme des machines virtuelles parce que c'est extrêmement gourmand, mais là on a plutôt des petits environnements, mais où on peut faire beaucoup de choses dessus, et surtout d'une manière très rapide. On peut aller encore plus loin avec ça, avec Docker, et créer ses propres images, et ainsi pouvoir les déployer vraiment sur beaucoup de machines, plusieurs machines si on le souhaite, et toujours avec les mêmes paramètres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, franchement, si vous avez kiffé cette vidéo, parce que ça m'a pris énormément de temps quand même à tourner cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me récompenserait de mon travail, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.